Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'E3. Nous sommes je crois dimanche et nous sommes à moins de 48 heures de ce grand événement qu'on attend toutes les années. Qu'est-ce qu'il y en est de cette E3 2016? Est-ce qu'on est toujours aussi hypé? Est-ce que vous êtes toujours aussi hypé? Ou est-ce qu'il y a une sorte de voilà, ça se refroidit, les jeux sont de plus en plus annoncés en avance. On a vu là ces dernières semaines pas mal de petites choses annoncées, le coup de la PS4K qui a été officialisé par Sony il y a quelques jours casse un petit peu je pense les espoirs de certains, mais on a toujours cette grande messe qui est là, il y a moins en moins d'éditeurs. Alors avant de rentrer, aujourd'hui je vais vous parler simplement de mes attentes en termes de jeux, qu'est-ce qui me fait rêver, ce que j'ai encore envie de jouer, parce que voilà, le marché est de moins en moins pour moi en tout cas personnellement. Et malgré tous ces gros blockbusters, y en a-t-il qui valent la peine ou pas? Bon bref. Alors le 3, c'est tous les mois de juin, début, quinzaine de juin. On sent que les éditeurs s'en vont petit à petit parce que les places sont de plus en plus chères. Les stands sont extrêmement chers pour les publishers, que ce soit petits studios, moyens, grands publishers, peu importe. C'est de plus en plus cher de pouvoir présenter ces jeux à une presse mondiale à cet événement. Et on sent effectivement un affaissement. Il y a des gros comme Acti, Blizzard qui est plus depuis longtemps, GTA, Rockstar qui fait un peu la malle. EA sort du show, Nintendo il y est plus vraiment. Il reste encore Sony et Microsoft qui tiennent une part vraiment forte à cet événement, mais voilà, en tout cas moi, même, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je discute avec les professionnels du milieu, tout le monde est en vraie réflexion quant à sa présence à l'E3, parce que l'argent que ça coûte, c'est vraiment de pire en pire. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un article la semaine dernière qui était assez intéressant de la part de Kotaku, qui justement révélait les jeux annoncés à l'E3 sortent-ils vraiment dans l'année où l'E3 a lieu. Et on avait Sony qui a à peine sorti 15% de ses annonces. Microsoft c'est kiff, il n'y a que Nintendo qui fait figure d'exception là-dedans. Ils auront un calendrier qui est beaucoup plus court, donc c'est probablement plus facile pour eux de le respecter. Mais voilà, on sent que aussi le 3 c'est un peu l'affaissement d'un marketing trop fort, trop prononcé, un peu bullshit. Ça nous a gavés tous, faut être honnête, qu'on soit lover Sony, Microsoft ou Nintendo, on a tous été un peu saoulés de certaines annonces. Quand on nous dit, tu vois, par exemple, je parle encore de Shenmue, mais tu vois, Shenmue c'est pas avant décembre 2017. Il y avait d'autres moyens de faire ça, de faire ce hold-up à l'E3 l'année dernière. Bref, oui, il y a plein d'autres exemples, et il y en aura encore d'autres. Et puis il y a aussi la ville de Los Angeles qui va entamer des travaux énormes, colossaux à la place du Convention Center. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'E3. J'ai entendu moi que ça devait migrer à Las Vegas. C'était déjà l'année dernière. On en parlait avec des gars là-bas et bon, je sais pas trop ce qui va se passer, mais voilà, ça sent un peu le roussi pour l'E3. Moi, je vous prends le pari aujourd'hui que les publishers vont regarder ce que Nintendo a fait avec des Nintendo Direct, qui vont tous, petit à petit, se tourner vers une vraie communication en interne, qui coûte pas grand-chose, qui est facile à mettre en place. Et ils ont la possibilité, la volonté de pouvoir annoncer un peu quand ils veulent, tout au long de l'année, les produits ou les jeux, bref, qu'ils vont nous annoncer. Bref, alors, voilà pour le 3 un petit peu. Moi, mes attentes, ça va pas être compliqué, j'en ai pas 25 millions d'attentes. Parce que malheureusement, comme je vous disais, les publishers, Acti, moi ça me fait plus rêver. EA, il n'y a pas grand chose, tu vois, Star Wars, moi, franchement, c'est l'overdose. J'adore la licence, mais c'est l'overdose, le Battlefront c'est une purge, bref, je vais pas me faire trop de copains non plus, mais le jeu vidéo des années 90 est loin. On est dans une course à la compétition online, à se fraguer sur la gueule tout le temps, à se buter, à désinguer, bref, moi ça me parle plus. On pourrait parler d'autres qui vont être là, comme Ubisoft. Pareil, Ubisoft me fait plus rêver. Ubisoft, il y a quelques années, ils avaient des talents créatifs qui nous faisaient des petites perles qui sont sortis sur l'Xbox Live, qui sont sortis même un petit peu avant. Il y a eu des jeux un petit peu couillus de leur part. Et aujourd'hui, on est dans du AAA Massive Online, parce que c'est ça en fait, le AAA, on n'est plus dans le AAA d'il y a 4 ans, on est dans un AAA Massive Online, c'est-à-dire que comme The Division, tout doit être connecté, Watch Dogs 2, vous verrez, c'est la même chose, tout doit être connecté,
Le prochain Assassin's Creed, ce sera la même chose. Tout doit être connecté sur des énormes maps, sur des énormes sandbox où tout le monde est connecté. Et moi, le jeu vidéo, je le déteste comme ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas ce que je recherche. C'est vraiment pas mon kiff. Et comme on en parlait dans une dernière vidéo, c'est trop imprégné de la culture hollywoodienne. Donc bref, moi je vais vous parler de jeux, de vrais jeux, de jeux d'hommes. Alors j'espère que vous allez être d'accord avec moi, mais de jeux qui moi me font rêver et qui ont toujours ce cachet un peu japonisant, comme je vous disais, que je suis très très amoureux de cette culture-là. Donc le premier, hein, on va pas y aller par 36 000 chemins, hein, c'est bien évidemment Zelda. Je pense que nous attendons quasiment tous, ou du moins même ceux qui sont pas forcément sont quand même curieux de voir ce que va faire Nintendo avec ce nouveau Zelda qui aura bénéficié du plus long temps de développement. Le développement du jeu a commencé en avril 2011, donc c'était c'était en pleine période de debug de Skyward Sword. Où les choses ont vraiment commencé pour ce projet-là. Donc on est en 2016, le jeu sortira en mars 2017. Une production gigantesque, avec probablement une équipe gargantuesque, avec énormément de travail. Cette envie de la part de Eiji Onuma-san de relever le défi de redesigner la saga. Alors de par son open world, parce que Nintendo n'est pas encore parti dans l'open world, justement ils ont probablement leur vision de l'open world, et justement il y a certaines choses qui seront vraiment vraiment cool. Il y a 2-3 trucs qui sont vraiment très très bien. Il y a aussi cette envie d'embrasser le story et le gameplay du jeu. On l'a déjà ressenti dans Skyward Sword, qui est quand même le Zelda le plus narratif, avec toutes ces belles cinématiques, avec cette petite histoire tout autour de Link, de la princesse, qui sont vraiment, vraiment très sympas. Et on nous a teasé là plusieurs fois avec les logos Sheikan. Il y a de grandes chances que l'univers soit les Sheikan et les Gerudo. Que c'est une très grande partie de Zelda qui n'a pas été vraiment abordée. On la sous-entend dans Ocarina of Time, où Ganondorf c'est le seul homme de la tribu, machin. Donc il y a tout un truc autour de ça. Je pense que c'est là où ils vont. De ce que j'ai entendu, c'est vraiment là, malgré que le story, pour être honnête, personne n'est au courant. Personne n'est au courant du story. C'est 10 personnes chez NCL qui sont au courant de ça. Donc la plupart des choses qu'on lit sont essentiellement des rumeurs, des feelings, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, en termes de jeu, là par contre, il y a eu certaines choses que l'on peut dire. Effectivement, il y aura cette volonté d'avoir un open world sans frontières. Comment ils vont réaliser ça? Bon, il y a différentes façons, hein. On peut réaliser une sphère, par exemple, qui créerait justement cet open world sans frontières. Je sais qu'il y a un gros défi, et ça a été quelque chose qui m'a extrêmement surpris. Dans tous les moteurs dans lesquels on bosse, les Unreal et tout ça, Unreal est plutôt particulièrement plutôt balèze pour tout ce qui est effet météo et compagnie. Et je sais que ça, c'est une des volontés de l'équipe de la Team Zelda, justement de s'approcher de cette nature et d'avoir une nature vivante. Ils l'ont essayé plusieurs fois tout au long des derniers épisodes, avec le vent utilisé dans Wind Waker, et la mer. Il y a certains passages de pluie où ils ont essayé justement de donner de la vie au-delà du jeu lui-même, mais de son environnement. Et je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de vraiment, vraiment changé d'un point de vue météo du jeu. Alors après, il y a eu d'autres rumeurs avec les donjons, tout ça. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire. 4 donjons, 100 mini-donjons, je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a certaines pistes qui veulent que le jeu aille dans la direction du premier Zelda. Ce Zelda au monde ouvert où on te dit pas vraiment ce que tu dois faire, parce que moi personnellement c'est ce qui me gonfle avec les GTA, les Red Dead. Je déteste Red Dead, je me suis emmerdé, c'est un jeu de merde. Je vous le dis, je suis désolé, je sais que je vais me faire déboîte parce que je vois qu'il revient régulièrement dans les top 1, mais oh putain, le scénar c'est pompé sur les grands films de western hollywoodiens, donc si t'en as bouffé toute ta jeunesse, t'es là, tu dis ouais, ok, cool, super. L'environnement balade à cheval, c'est le seul truc qui est vraiment charmé, c'est chouette, ça a une bonne gueule, c'est cool. Mais tous ces AAA souffrent du même principe de la quête FedEx, du A à B, B à D, D à G, G à Z, machin. Et c'est des allers-retours. Et ça, c'est gonflant. Et je sais qu'ils n'iront pas dans cette direction-là pour ce Zelda-là.
Ils n'iront clairement pas dans cette direction-là, ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose de organique, quelque chose où c'est l'environnement qui indique aux joueurs certaines choses à faire ou à ne pas faire, ou des indices. Il y avait vraiment cet esprit aventure qui est replacé au centre grâce à son environnement en fait. Et ça c'est très important. Je peux vous dire que ça c'est un des trucs aussi que nous on a creusé dans notre jeu, ce côté aventure organique et tout ça. C'était très compliqué. Qu'est-ce que c'est fucking compliqué. Bref, donc le Zelda, pourquoi? Parce que voilà, la Wii U est dans une période c'est dur pour elle, tout le monde la massacre, la presse la défonce, les haters de merde la défonce, et pourtant c'est une console qui est sympa. Effectivement c'est pas la console qui a la plus grosse ludothèque, mais c'est une console sympa, tous les jeux dessus sont plutôt cool. Nintendo va donner quelques salves de petits contenus additionnels sur certaines de leurs grosses licences jusqu'à la sortie de la NX, pour permettre encore aux gens qui jouent, parce que elle reste quand même la console où il y a le plus haut taux d'attachement de jeux aujourd'hui, donc quand même, je veux dire quand même, c'est-à-dire qu'on aime plusieurs jeux sur cette machine, un peu la problématique de la PS4 et de la Xbox One, où tu vois les taux et les ratios, où tu as souvent 3-4 jeux qui reviennent, qui sont toujours les mêmes, Call of, FIFA, Need for Speed et Battlefield, qui reviennent, et les gens n'achètent pas vraiment autre chose en fait. C'est pour ça qu'on a des scores qui sont assez surprenants de temps à autre. Par exemple, que tu vois, la Bayonetta 2 fait 1 80 000, c'est un peu plus, a priori, ils n'ont pas encore comptabilisé les dernières baisses de prix qui ont eu aux États-Unis il y a quelques mois. Et tu te dis, waouh, putain, la console a un tout petit parc qui fait 1 million, c'est pas mal. Tu vois Dark Souls qui fait 2-3 millions, mais pour, je sais pas combien, il y a 50 millions, 40-50 millions de PS4. On est à peu près dans la même chose en fait, quelque part, on est à peu près dans la même chose. Donc le Zelda, on l'attend pour mettre un grand coup définitif à cette Wii U qui a eu une vie douloureuse. L'aventure quoi, l'aventure, il n'y a pas beaucoup de jeux à aventure au final, et il va faire un grand bien. Moi je pense qu'on va en prendre plein la gueule. Ceux qui me suivent un peu sur Twitter, ils le voient. Je balance 2-3 trucs de temps à autre, et le jeu, franchement, on va être sur le cul. Ça va être vaste, il y a des musiques d'Ocarina of Time qui doivent être mises dedans, ça va défoncer la gueule, ça va être vraiment chouette. Je pense pas qu'ils vont en montrer beaucoup en fait, à l'E3 ils vont procéder étape à étape, parce qu'il va falloir garder le hype jusqu'à sortir en mars. Moi je pense qu'ils vont montrer essentiellement comment fonctionne l'open world, et comment fonctionnent certaines mécaniques de Link. Vous verrez, il y a certaines choses qui vont être intéressantes, qui ne font pas partie de la saga. On l'avait déjà vu un petit peu dans une vidéo avec ce ralenti, tout ça. Il y a un côté Assassin's Creed qu'on retrouve dans le design du personnage avec sa capuche. Est-ce que Link va pouvoir climber un peu à la ninja? On m'a fait une confidence l'année dernière à DICE, et il y a un pote me dit tu verras, putain, je crois qu'ils ont fait Legolas quoi. J'étais là, je dis what the fuck, qu'est-ce que tu me parles? Ouais, a priori ils ont fait vraiment Legolas. A priori ça a été vraiment des recherches. Donc bon, ça c'était il y a un an. On sait très bien que Nintendo, comme tous les publishers et créateurs, ils itèrent, ils changent, donc du coup c'est jamais vraiment fixe. Mais voilà, ça fait rêver. Je pense qu'on est tous d'accord d'avoir un Link Legolas class, ce serait plutôt charmé. Ça défoncerait plutôt la gueule. Bref. Alors, je vais vous parler maintenant de mon dernier jeu. Non, quand même, j'en ai pas que deux. Mon deuxième jeu, donc c'est Yakuza. Je suis un grand fervent de cette saga, et j'aimerais une localisation américaine sur PS4, parce qu'on l'attend toujours, il n'y a toujours rien. Il est sorti un peu en catimini sur PlayStation 3, d'ailleurs c'est quand même surréaliste, uniquement en démat sur le store, bref. Est-ce qu'il y aura du Yakuza? Bon, moi je suis un grand fan, je sais que vous êtes aussi nombreux à aimer cette franchise, j'adore, pour moi c'est la vraie franchise spirituelle de Shenmue. J'espère qu'on aura un petit truc à l'E3, que Sony va nous parler un petit truc, va nous dire ah putain il est là machin. Bref. Ensuite l'autre jeu que j'attends, où je suis très curieux, ça reste The Last Guardians, et je vais vous dire pourquoi. J'aime beaucoup cet univers poétique japonais qui me fait rêver. Je suis pas été méga fan de Shadow of the Colossus et Ico pour deux raisons essentielles. C'était la tech en fait, qui était, on sentait que le jeu fragile, ça ramait énormément sur PS2, et je n'ai pas refait les versions HD, les remakes ont été faits, enfin, les portages qui ont été faits. Mais je sais pas pourquoi The Last Guardians m'intéresse, me fait un peu fantasmer sur ce jeu, comment ils vont en parler.
je pense que vous êtes nombreux aussi, on le voit, hein, c'est un des jeux qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis pas sûr que Sony montre quelque chose sur The Last Guardians. Ce qui a été montré l'année dernière, déjà, c'était du gros flan, parce que c'était des choses qu'on voyait déjà en interne depuis des mois en fait, et voire presque même des années en fait. A priori, il n'y a pas eu beaucoup de travail. On a entendu Fumeto Ueda se dire ouais, on va peut-être revenir chez Sony, machin, mais ça s'est pas très bien passé. Et donc du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu ce jeu où il en est. Est-ce qu'on va nous montrer un vrai trailer gameplay à cette E3 ou peut-être au TGS? Voilà, donc ça c'est aussi une de mes attentes, moi que j'aimerais beaucoup jouer. Ensuite il y a Rime. Rime c'est terrible, je vais vous raconter une anecdote, c'est assez drôle parce que on a lu toutes ces merdasses qu'il y a eu où Sony a défoncé Tequila Work, ou Tequila Work a priori aurait escroqué Sony. Ouais, c'est pas vrai, je vous dis c'est pas vrai, donc Tequila Work avait vraiment un putain de jeu bien avancé, sans combat. Qui est vraiment quelque chose qui aujourd'hui dans l'industrie est très compliqué, c'est-à-dire que voilà, les publishers veulent de la fight, veulent du leveling, veulent du kill, et Rime c'était tout l'opposé de ça en fait. Et je sais qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, parce qu'on est aussi dans cette optique-là de faire des jeux justement qui changent, des jeux vraiment différents. Et je sais que pour vous, joueurs, c'est très difficile de vous dire « Ouais, mais bon, Journey, ça fait un carton. » Mais Journey, ça s'est pas passé comme ça. Journey, c'est 50 prototypages, avec le jeu devait jouer à 4 à la base. Ça fonctionnait pas, ça a été changé, rechangé, pour arriver à ce truc à la fin, hybride, où ils n'ont pas vraiment d'idée de savoir si ça va fonctionner, c'est un peu un coup de chance. Et son originalité, ce côté online, va lui valoir des notes assez dithyrambiques, mais ça n'empêche rien, c'est un jeu fantastique, mais qui a été fait dans la chance, comme je vous disais aussi, la Wii et la DS, ses succès se sont faits dans la chance, donc il y a aussi cette grande partie-là en fait, qui est là, et Rime, j'aimerais vraiment, je leur souhaite le meilleur, d'essayer de trouver une maison qui va les écouter. C'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné, parce qu'hormis sortie de Sony et Microsoft, en termes de soutien, un jeu à 10, 15, 25 millions de dollars, ça reste compliqué. Nintendo, ils préfèrent soutenir les tout petits, et on voit effectivement ce gros soutien massif de tous ces petits jeux qui sortent de plus en plus sur l'eShop. Et vous allez voir sur NX, il va y en avoir énormément, parce que il y a un truc avec Android, donc il y a une facilité de portage et tout. C'était vraiment leur volonté depuis le départ de donner au Garage Studio une possibilité de sortir facilement leur jeu. Bref, pour Rime, je leur souhaite le meilleur. J'espère qu'on va revoir ce jeu, parce que ça avait l'air vraiment vraiment cool. Et puis voilà, espérons qu'à l'E3 il nous montre quelque chose. Mais j'ai des doutes, malheureusement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah voilà, alors ça c'est un des jeux coup de cœur, j'ai eu la chance, c'était à San Francisco, donc il y a 4-5 mois, de jouer à Deformers, le jeu de mon pote Roux, de chez Ready at Dawn. Et là je peux vous dire, franchement, moi ça me faisait marrer parce que je voyais tous les commentaires sur tous les sites de merde, et les mecs disaient « Oh putain, ça va être une suite à The Order 2, ça va être un triple A, ça va défoncer, ça va être massif et tout. » Et je lisais les coms parce que j'ai vu que j'étais sous NDA et j'avais joué au jeu. Je me suis dit putain, les mecs en fait ils vont faire la gueule quoi, parce qu'ils vont se dire putain, c'est quoi ce truc avec ces petites boules machin et tout. Et moi là, quand je discutais donc avec les gars de chez Ready, on sent cette envie après des années de galères, de difficiles probablement avec Sony pour faire The Order, de vouloir retourner un petit peu aux sources du jeu vidéo. Fucking shit, on est là pour se déconner, on est là pour s'amuser. Les histoires, c'est cool, c'est machin, tout ce que tu veux, mais on en a déjà plein la téloche, machin. Et moi, je trouve ça super culotté, parce qu'après avoir fait l'un des jeux les plus scénarisés, les jeux les plus ambitieux, ils arrivent avec un jeu qui met des étoiles. Et alors, vous allez me demander, manette en main, que ça donne? Bon, c'est vrai que je peux pas dire grand chose, mais ça défonce. C'est vraiment cool. C'est super fun. C'est du challenge, on se met sur la gueule, c'est drôle, et c'est instinctif. C'est très Nintendo-like, pour être honnête.
chapeau. Moi j'attends énormément ce jeu, je sais pas quand ça sort, mais j'en attends beaucoup parce que je sais qu'on va se marrer. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer Ready balancer une sortie sur NX, la NX, parce que ça c'est le jeu qui va aussi sur la NX, un peu dans l'esprit Rocket League et compagnie, mais avec un côté un peu plus couillu, je sais pas. Pour les gens des années 80, un peu comme moi, je sais pas si vous vous souvenez des Diabolo, quand on était gosse, ces billes avec des petits monstres qui glissaient dans l'eau, dans la bille en fait elle-même. Bah, ça m'a fait penser à tout ça, ça m'a rappelé des trucs de gosse et tout. Bref, Deformers, ça défonce. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'ils vont montrer d'autres trucs à l'E3? J'espère. Montrer des vidéos, peut-être à Gamescom, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'attends beaucoup. Et j'espère que ça vous intéresse aussi. L'autre jeu, alors ça, c'est un des jeux que c'est. J'ai pas backé beaucoup de jeux. J'ai backé 2 jeux. J'ai backé Yooka-Laylee et Bloodstain. Je n'ai pas backé Shenmue, malheureusement. Mais j'ai backé Yooka-Laylee étant un amoureux du jeu de plateforme, un amoureux de Rare et de l'équipe originale. J'étais obligé de backer Yooka-Laylee. J'ai pour dire, j'ai fait le connard, hein, j'ai mis 500 balles dans une édition N64 avec la boîte, la cartouche. Bref, super con, mais c'est un des jeux que j'attends le plus, de retrouver ce feeling des années 90 qui me manque tellement, du jeu vidéo, sans prise de tête, plateforme, challenge, des niveaux, les musiques, il y a un combo entre Grand Cœur Cop et David Wise, le gars de Tropical Freeze, et entre autres, qui font une BO fantastique, qui sont pour moi des vrais musicos, et qui osent faire des trucs assez originaux, parce que voilà, on est toujours dans le même carcan, dans les machins. Aujourd'hui, le jeu vidéo veut des musiques de films, sans thème en fait. Regardez que le cinéma, les thèmes dans les films ont disparu. Dans les jeux vidéo, les thèmes ont disparu. Et parce qu'on veut un truc pompeux, Alzheimer et machin et tout ça. J'ai rien contre Alzheimer, elle a fait des trucs très bien, mais il a aussi quelque part hollywoodisé la musique. On est loin des Basil Pouldoris par exemple. David Wise, Grand Cœur Cop, la musique va défoncer. C'est joli, ça sort sur toutes les consoles, donc comme ça tout le monde sera content. Même si Rare a un petit coup de cœur, pas Rare, mais Playtronic, ils ont un petit coup de cœur pour Nintendo et qu'ils aiment Nintendo. Et c'est vrai que quand on les connaît, on peut faire que les aimer parce que c'est des gens absolument hors normes qui, dans leur façon de tous les jours de travailler avec eux, sont absolument différents des autres. Et on ressent ça chez certains studios des années 90-2000. Bref, donc Yooka-Laylee, moi je kiffe, j'adore. Les 2 petites bêtes, le character design, moi je trouve super mignon. Même si j'ai vu 2-3 commentaires où les mecs ils disent c'est quoi ces trucs de merde. J'ai envie de te dire, ta gueule, retourne sur Call of et arrête de nous faire chier. Voilà. Ensuite alors, dans du tout autre genre, j'attends beaucoup de Detroit, le jeu de Quantic Dream, pardon, excusez-moi. Parce que j'aime beaucoup les prods Quantic. Et pourtant vous allez me dire, mais c'est du cinéma, machin et tout. Oui, c'est vrai que c'est du cinéma, mais je trouve toujours leur pari audacieux, risqué. Ils n'ont pas gagné forcément d'argent avec Beyond Two Souls, et pourtant ils sont allés au bout du projet. Ils ont une belle équipe qui est toujours là. J'ai adoré No Man's Souls, j'ai adoré Fahrenheit, j'ai beaucoup aimé Heavy Rain, malgré de nombreuses stars scénaristiques. Quand on aime beaucoup le cinéma, qu'on regarde énormément de films, comme je regarde par exemple, il y a beaucoup d'incohérences scénaristiques dans Heavy Rain, mais il y a quand même cette volonté d'essayer de faire quelque chose de nouveau, de rendre le cinéma interactif. Et comme je vous en parlais dans une vidéo où Sony Motion Picture pousse la VR justement dans ces technologies futures pour le cinéma, je trouve que c'est bien aussi d'avoir une réflexion sur l'interactivité dans les films, et je trouve que les studios de Quantic essayent justement de relever ce défi un peu fou. Et je suis très curieux, moi au fond de moi j'aimerais que Detroit retourne un peu sur les pistes de No Man's Souls, plus ouvert, des choix, un peu plus d'action, mais en gardant ce côté scénaristique qu'ils ont appris à maîtriser et un peu à peaufiner. J'attends beaucoup de l'équipe de Guillaume et David Cage, de voir qu'est-ce que vous allez nous montrer et à quoi ressemble le jeu. Bref, voilà, ça c'est un jeu que j'attends bien.
Ensuite, je crois que j'en ai encore un. Alors, j'en ai un dernier. Vous allez voir, hein, j'en ai pas des masses. Après, il y a plein de petites choses. Je suis curieux, bien évidemment, mais là, je parlais des jeux que j'attendais. Le jeu que j'attends énormément, qui a déjà été montré, c'est Légion, World of Warcraft. Je pense qu'on est nombreux fervents à attendre ce jeu. Et comme je vous disais la dernière fois, je voulais faire une vidéo sur le film Warcraft. Je vais pas faire une vidéo que sur le film Warcraft, mais je vous en parlais un petit peu ici. J'ai adoré. Techniquement, ça casse la gueule. Le scénar, l'univers est vraiment très bien respecté de tout cet univers que Blizzard a mis en place depuis presque 20 ans. Et Duncan Jones, le réalisateur, respecte, aime le matériel d'origine. Il ne va pas se foutre de la gueule du matériel d'origine, des personnages, de l'univers. Tout est fait avec amour, tout est fait avec choix. Je me réjouis de la version longue si le film marche pas trop mal, mais a priori c'est pas mal parti. L'Europe, ça marche très bien en Europe. En Chine, il a fait des beaux scores. En Amérique, bah, ça a l'air d'être... Les Américains, ils sont un peu cons des fois, et ils restent bloqués dans les IP qu'ils aiment, Star Wars, et pourtant Star Wars c'est une putain de purge. Le dernier James Bond, c'est une purge. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Captain America, là, c'est dégueulasse. C'est des trucs over chiants, où même le matériel d'origine n'est pas respecté. Dans tout ce qui est Captain, le matériel n'est pas respecté. Ils tirent tout ce qu'ils veulent. Dans les comics, quand on aime les comics, on est là, putain de merde. Il y en a toujours qui vont kiffer, hein, mais c'est moche. C'est vraiment moche. Star Wars 7, c'est aussi... Je comprends même pas comment on peut même pas... ils respectent en fait que l'épisode 4, 5, 6 sans même regarder le 1, 2, 3, et pourtant le 1, 3 il y a des trucs très bons à regarder, de l'esprit politique de la saga qui lui donne une dimension cérébrale. Et d'ailleurs j'avais lu des chiffres assez intéressants, que l'Europe est même plus la première trilogie 1, 2, 3 et les Américains plus la 4, 5, 6, et on le voit, l'Europe est toujours un peu plus intellectuelle dans la politique, de ce genre de choses. Les Américains sont un peu plus bourrins, cachos. Donc bref, moi, Warcraft, c'est une belle franchise. Elle est faite avec amour, ça fait plus de 10 ans que je joue. On est des centaines de millions. Et j'ai envie de dire que d'une chose, pour l'Alliance. Même si d'autres me diront pour la Horde. Mais je vais vous dire, vous allez voir le film. Si vous êtes pour l'Alliance, vous allez voir le film et dire, putain, j'ai envie d'aller jouer pour la Horde. J'ai envie d'aller tester, parce que les orques, ils font tellement le cul. Ils défoncent. Durotan, c'est mon héros. Le mec est fantastique. Le design, le personnage est extraordinaire. Je me réjouis, c'est le premier. Comme ils le disent, Warcraft, le commencement. A priori, il reste 5 ou 6 films en dev. Donc... j'espère que ça va casser la gueule. Bref, donc j'attends Légion, bien évidemment, parce qu'il va y avoir des liens, justement, avec la Porte, avec l'armée d'Illidan et tout ça, vu qu'on va jouer les Demon Hunter. Donc ça va être vraiment, vraiment cool. Et donc venez, vous les nouveaux, venez jouer avec moi. Moi je joue. Vous pouvez me trouver, vous tapez mon truc. Moi c'est Olam. D'ailleurs, vous verrez, c'est un des personnages du roman Les Saisons du Paradis. Venez m'ajouter, on discute, on papote, on joue à Warcraft ensemble. On joue à Warcraft ensemble, les gars. Majora's Mask aussi. Bref. Alors, on va pas s'éterniser parce que j'essaie de plus faire des vidéos de 2 heures, parce que c'est un peu emmerdant. Question, y aura-t-il des surprises? Y aura-t-il des surprises? Sony aura-t-il des surprises? Bon, ben je crois pas, justement. C'est ça la problématique, c'est que déjà on entend à moitié God of War, Sucker Punch, ça n'a pas l'air d'être là non plus. Sony Bend, ben c'est toute petite équipe, mais vraiment toute petite équipe qui bosse sur des prototypes et tout, donc je ne sais pas. Santa Monica, ben c'est God of War. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sony Europe, bah ouais, il y avait Rime, mais il y aura peut-être un truc de VR, un truc d'horreur de VR, probablement. Microsoft, ben moi, le seul truc que j'attends vraiment, c'est Alan Wake. Mais a priori, ça schlingue pour Alan Wake aussi. Quand on voit qu'il a fait un flop catastrophique et Remedy, ben, c'est compliqué. Il y a le jeu d'Electronic Arts, du gars qui a fait Brother Tales of Two Sons. Je me souviens plus du nom. J'espère qu'on va le revoir, parce que ça aussi, c'est un des trucs qui peut être intéressant. On en a pas reparlé, donc ça peut être une petite surprise de dire putain, il y a un trailer, ça défonce. Nintendo, il y aura un truc sur Zelda. Pas le jeu, il y aura quelque chose d'autre. Mais ils se gardent les cartes sur des événements qui vont avoir lieu tout au long de l'année. Le 3, ça va être essentiellement Zelda. Et puis ils vont teaser un peu Pokémon, parce qu'ils arrivent bientôt aussi. Donc les surprises, malheureusement,
C'est ce que je vous disais au départ de cette vidéo, le 3, ça s'affaisse. Les surprises sont relâchées des semaines avant, des jours avant, pour éviter l'embouteillage de l'annonce, des annonces, et puis tout est... on le voyait bien, vous avez bien vu Deformers par exemple, n'a pas été annoncé à l'E3, a été annoncé un peu en avant, pour éviter qu'il se fasse exploser là-dedans. Je crois qu'il y a eu aussi une Justice aussi qui a été annoncée avant, pour éviter de se faire massacrer. C'est compliqué, c'est l'E3, et ben voilà, on n'est plus dans les années 90-2000. Et je crois qu'on n'est pas trop mal, bien évidemment. La dernière question que je vais vous poser, c'est quels sont, vous, les jeux que vous attendez? Quelles sont vos déceptions en termes de ce qu'on ressent et tout? Donc vous pouvez bombarder dans les commentaires YouTube, vous partagez à mort sur Twitter essentiellement, vous pouvez aller sur Facebook, mais sur Twitter, partagez mes vidéos. J'essaye d'apporter... comme vous l'avez vu dans certaines vidéos de Nintendo, vous avez aimé ce côté politique, économique, qui me semble extrêmement important et qui ne peut pas être retiré du débat, parce que c'est lui qui rythme le tempo des publishers, d'un côté production, créatif et mise en rayon. Et ce côté-là est extrêmement important. On en reviendra, je vous ferai un débrief perso sur ma chaîne. Je vais aller faire quelques podcasts pour différents sites après l'E3. Mais je vous ferai un vrai débrief qui sera peut-être un peu plus massif qu'une vidéo là, je sais pas, d'une trentaine de minutes. Et voilà, donc je vous aime. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de commenter. Et puis n'oubliez pas que mon livre sort au mois de juillet, Les Saisons du Paradis. Donc j'ai envie de vous dire, mais il y a plein de choses qui peuvent être cool par rapport aux jeux vidéo, machin et tout. Vous pouvez déjà les précommander sur Amazon, hein, c'est que 9€, 9,10€, c'est du digit. Après il y a du print qui arrivera fin d'été. N'hésitez pas, allez-y. Je vous embrasse. Love and respect. Vive le 3 et retrouvons-nous sur Twitter, on va bombarder de saloperies, on va s'éclater. C'est notre semaine, c'est la semaine de la fête du jeu vidéo. Je vous embrasse. Vive Majora's. Love and respect les amis.